Dernière ville française libérée par les forces alliées, Strasbourg devient le symbole de la réconciliation franco-allemande et de l'unité européenne. L'histoire singulière de la ville va faire d'elle le berceau de l'Europe et les premières institutions européennes y verront le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et chaque fois qu'il y avait une guerre ici, ça passait d'un côté ou de l'autre côté. Mais c'était toujours Strasbourg qui était au milieu et l'Alsace qui était au milieu. Alors les noyaux de cette organisation européenne, c'est la réconciliation franco-allemande. Il ne faut pas l'oublier. Alors Strasbourg, justement, c'est un peu un symbole de cette réconciliation. Pour des raisons officielles, c'était pour la réconciliation franco-allemande, mais la véritable raison, et ça a été prouvé dans les archives, était que les Anglais avaient peur de cette nouvelle organisation européenne et voulaient éviter un siège comme Londres ou Paris qui aurait donné plus d'importance au Conseil de l'Europe. La construction européenne est lancée. Le Conseil de l'Europe est la première institution à voir le jour, accompagnée de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils vont d'abord s'installer au palais universitaire de Strasbourg. Lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sera établie l'Assemblée parlementaire européenne qui deviendra 10 années plus tard le Parlement européen. À partir de là, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire cohabiteront dans le même hémicycle. Il y a deux opinions qui étaient à l'époque d'actualité, qui étaient une thèse fédéraliste et une thèse fonctionnaliste. La fédéraliste voulait dire on va faire un accord entre les différents États pour essayer d'avoir des organisations communes pour aller vers, on peut les appeler les États-Unis de l'Europe. Et les fonctionnalistes disaient non, on va aller peu à peu, on va mettre en commun d'abord les ressources que nous utilisons pour faire la guerre, c'est-à-dire le charbon et l'acier. Après, on va continuer à ajouter d'autres choses, c'est-à-dire à créer de nouvelles communautés. Et à la fin, il faudra mettre les toits et on aura aussi l'Union européenne, comme on l'appelle aujourd'hui. La signature du traité de Rome va créer la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. L'alliance des pays de l'Europe va désormais s'étendre au domaine de l'économie et de l'énergie. Composé uniquement de députés nationaux, durant cette période, le Parlement européen était doté du seul pouvoir de consultation. Il faudra attendre près de 20 ans pour que les députés soient élus démocratiquement par le peuple. À partir de 1979, il y a eu les premières élections européennes et les citoyens européens ont eu la possibilité de décider qui allait le représenter. Et ça fait que nos parlementaires, quand ils sont arrivés en 1979, ils avaient l'acte des députés. C'est nous avons nos électeurs qui nous ont choisis pour être leur voix en Europe. Et je crois que ça donne une très grande légitimité à une assemblée. Au fil des années, le Parlement européen va acquérir un pouvoir législatif plus important. Différents traités signés entre 1960 et 2007 structureront l'Europe du point de vue économique, politique et structurel. C'est en 1998 que le Parlement européen entre dans ses murs à Strasbourg et va réellement acquérir son pouvoir dans l'élaboration de la législation européenne. Cette centralisation du pouvoir politique et budgétaire renforce le statut de capitale européenne de la ville de Strasbourg.